Est-ce que c'est bon? OK. Alors, bienvenue à un de nos maintenant rares séminaires du GCM. Il faudrait qu'on fasse un meilleur travail pour en organiser. Mais il y a beaucoup d'autres séminaires par ailleurs, donc c'est un peu la raison pour laquelle on en organise un peu moins. Je vous présente Massimo Granata, qui, je pense, non, on n'a jamais coécrit de papier, c'est pour ça que... Si, Ah oui? un papier OK. en 2022. OK, bon, d'accord, mais pas avec Émile. Non, C'est pas, c'est non, ça, pas avec d'accord, Emile, parfait. non. Oui, oui, c'est vrai. Donc, collaborateur sur les matériaux pour les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc, Massimo a fait sa maîtrise à Rome, en co-tutelle avec Paris, et a fait terminer son PhD en 2011 à l'Université Paris 7 et 11 dans le département astroparticules, astrophysique et particules. Et ensuite, un postdoc, je ne sais pas si est-ce que ta thèse était déjà sur le sujet des Alors, c'était sur le miroirs? bruit thermique, mais OK, sur d'accord. l'optique. Ah, Donc, les d'accord. faisceaux de la Gauss. Ah, d'accord. Et ensuite, est devenu postdoc au laboratoire des matériaux avancés à Lyon, qui sont entre autres réputés être l'endroit où sont fabriqués les miroirs des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Euh, Tous les détecteurs. Tous, pas tous les détecteurs, je sais pas, aussi ceux de Cagra Cagrales. aussi. Ah oui, ah oui, d'accord. Mm. Et depuis 2013, ingénieur de recherche et donc consacre la majeure partie de son temps à des études reliées au détecteur Virgo situé en Italie. Notre le comparse des détecteurs LIGO qui sont situés aux États-Unis. Et donc, il va nous parler du silicium, du nitrure de silicium comme matériau pour les miroirs de détecteurs d'ondes gravitationnelles. Merci beaucoup d'être là. Alors, merci à toutes et tous d'être là. Merci François et merci au département pour l'invitation, pour l'occasion de présenter notre travail. Donc, comme François vient de le dire, je suis Massimo Granata, ingénieur de recherche au LMA, donc laboratoire des matériaux avancés, qui est un institut du CNRS, donc l'Institut nucléaire et particules. Donc, puisque j'en suis au remerciement, je commence par remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sur ce sujet et toutes les institutions où elles sont affiliées. Donc très rapidement, le premier tiers, on va dire, de ma présentation, ça va être une mise en contexte. Donc je vais parler du fonctionnement des interféromètres pour la détection d'ondes gravitationnelles, ensuite de la problématique du bruit thermique, et puis de notre intérêt pour le nitrure de silicium déposé par pulvérisation par faisceau d'ion. Ensuite, je vais présenter les résultats que nous avons obtenus au laboratoire et je vais conclure par une très courte synthèse et les perspectives pour ce travail. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si quelqu'un ici a déjà entendu parler des détecteurs interférométriques d'ondes gravitationnelles. Donc, si vous pouvez lever la main. D'accord. D'accord. Très bien, très bien. Parce que, en fait, je vais donner une introduction générale, mais elle sera pas très large, parce que vu toute la quantité d'informations que j'ai essayé de tasser dans ma présentation, je vais faire quand même assez court. Mais si vous voulez justement une présentation plus générale avec plus de détails sur le fonctionnement et sur les bruits qui affectent ces genres de détecteurs, je vous conseille d'aller revoir la présentation qu'avait fait Jessica Steinlechner il y a un peu plus d'un an et demi, qui est sur la chaîne du coup YouTube du groupe RQPM. RQMP, pardon. Donc, voici Virgo. Alors, un détecteur d'ondes gravitationnelles, aujourd'hui, c'est un Michelson, un interféromètre de Michelson géant, de taille kilométrique. Alors, pourquoi un Michelson? Parce que c'est un instrument différentiel. L'effet de l'onde gravitationnelle, c'est que quand quand elle traverse le détecteur, elle déforme l'espace-temps. Et donc, elle déphase les faisceaux laser qui se propagent dans les bras du Michelson, l'un par rapport à l'autre. Et donc, quand il y a passage d'onde gravitationnelle, vous voyez l'interférence des deux faisceaux laser changer à l'output, à la sortie de l'instrument, et vous savez qu'un événement s'est produit. Pourquoi kilométrique? Parce que c'est un changement différentiel. Donc, plus votre bras de détection est long, pardon, différentiel, relatif. Donc, plus votre bras de détection est long, plus l'effet sera important. Donc, c'est pour augmenter la sensibilité. De la même manière, ce n'est pas un simple Michelson. C'est un Michelson avec des cavités Fabry-Perot. Donc, il y a un miroir d'entrée
Là, dans le bâtiment central, il y a la séparatrice et il y a des miroirs d'entrée de cavité et des miroirs de fin de cavité qui sont très réfléchissants, presque 100%. Ceci parce que on veut augmenter le rapport signature-bruit en faisant faire au faisceau laser plusieurs allers-retours. Et donc, le nombre d'allers-retours dans les bras est déterminé par la finesse de la cavité. Ceci pour cumuler du signal. En fait, tant que votre faisceau laser fait l'aller-retour dans les bras en un temps très inférieur au temps typique à la période de l'onde gravitationnelle qui passe, ben vous cumulez du signal parce que le même faisceau le voit plusieurs fois, à plusieurs passages. Donc, c'est des miroirs de grande taille. Vous voyez, typiquement, ça fait 35 à 40 cm de diamètre, sauf qu'Agra, c'est un peu plus petit parce que c'est en saphir. Mais bon, de LIGO et Virgo, parce qu'il y a plusieurs détecteurs dans le monde. Il y en a 4, Geo 600, LIGO, Virgo, Cagra. Dans LIGO Virgo, les miroirs, c'est des substrats de silice fondu qui font 40 kg, 20 cm d'épaisseur et 35 cm de diamètre. Et tous les revêtements réfléchissants des miroirs qui sont actuellement en fonctionnement ont été réalisés au LMA. Donc, c'est des miroirs de Bragg, des réflecteurs de Bragg, optimisés en épaisseur, et on verra par la suite la raison de cette optimisation. Et les deux matériaux qui sont utilisés pour l'empilement du revêtement réfléchissant, c'est pour le haut indice du pentoxyde de tantale, ou tantala, comme on l'appelle familièrement. Parfois, donc, dans LIGO et Virgo, il y a un mélange avec aussi de l'oxyde de titane, donc titania. Tantala titania, c'est LIGO et Virgo. Tantala pur, c'est Cagra. Et pour le bas indice, c'est la silice. Donc, pour vous donner une idée, le miroir d'entrée, il a une réflectivité d'à peu près 1,5, une transmission de 1,5%, alors que le miroir de fin, juste 4 à 5 ppm. Donc, il est très, très, très réfléchissant à la fin. Et, bien sûr, pour obtenir cette diversité de fonctions optiques, l'épaisseur déposée n'est pas la même. Donc, l'empilement, il est à peu près de 3 microns sur le miroir d'entrée et à peu près de 6 microns sur le miroir de fin, avec un nombre de strates différents. Alors, les miroirs, c'est bien sûr la pièce critique de l'interféromètre. Ça fait marcher l'interféromètre, mais c'est aussi une source de bruit. Parce que le problème, c'est que le miroir est un système à l'équilibre thermique, sous vide, bien sûr, dans son enceinte à vide. Et c'est un système où il y a de la dissipation. Alors maintenant, vous avez un théorème qui dit que tout système à l'équilibre thermique où se vérifie de la dissipation d'énergie présente des variations, des fluctuations de bruit qui font varier ses grandeurs caractéristiques. Donc, dans le cas du miroir, c'est sa position. Donc, vous avez ici un agrandissement, j'ai essayé de vous donner une idée. Donc, vous avez une cavité Fabry-Perot, miroir d'entrée, miroir de fin. Le faisceau laser, il lie la surface du miroir, mais cette surface, en fait, bouge à cause du bruit thermique. Parce que de l'énergie est dissipée dans les couches minces réfléchissantes, ça cause du bruit thermique, ça fait bouger la surface du miroir, donc ça fait du bruit de phase à la sortie de l'interféromètre. C'est très dommageable parce que ça mime exactement le résultat du passage d'une onde gravitationnelle. Parce que l'onde gravitationnelle va changer l'espace-temps, donc faire bouger les miroirs. Si vous avez quelque chose d'autre qui fait bouger les miroirs, ça va noyer le signal d'onde gravitationnelle. Donc, ce que je vous montre ici, c'est des courbes de sensibilité des interféromètres. Donc, c'est l'amplitude de l'onde détectée en fonction de sa fréquence d'onde gravitationnelle. Toutes les courbes en couleur, c'est les contributions, c'est les différentes sources de bruit d'un interféromètre gravitationnel. Si vous faites l'addition en quadrature, ça vous donne l'enveloppe en noir, ici et ici, donc LIGO, Virgo, ou Einstein Telescope en rouge. Et comme vous pouvez le voir sur les graphiques, en fait, vous avez cette ligne rouge. Eh bien, ça, c'est la contribution du bruit thermique des couches minces. Donc, dans ces courbes, l'important à comprendre, c'est que vous voulez que le niveau de cette courbe soit le plus bas possible. Plus c'est bas, plus votre interféromètre est sensible à des petites amplitudes d'ondes gravitationnelles. Et là, vous voyez bien que la courbe rouge vient faire votre plancher. Donc, si vous ne baissez pas
le bruit thermique des couches minces, vous serez limité dans la sensibilité des interféromètres. Et ceci est vrai pour les interféromètres actuels comme pour les interféromètres du futur, tels que Einstein Telescope. C'est un projet qui n'existe pas encore, mais qui sera en Europe le détecteur de troisième génération, avec des bras de 10 km. Alors, les paramètres critiques du bruit thermique des couches minces dépendent sont ceux qui sont présentés ici. Donc là, vous avez l'intensité spectrale du bruit thermique. Et cette intensité est directement proportionnelle à la température du système, à l'épaisseur de la couche mince qui fluctue, à sa dissipation d'énergie qui est quantifiée ici par cette grandeur, donc c'est l'angle de perte mécanique qui mesure l'inélasticité des matériaux qui composent le revêtement de couche mince. Et c'est inversement proportionnel au carré de la taille du faisceau laser. Donc, dans ce qui suit, nous, on va s'intéresser essentiellement aux propriétés des matériaux qui composent l'empilement réfléchissant. Bien sûr, il y a d'autres solutions. Vous pouvez agir sur la température et c'est typiquement ce que fait Cagra. Cagra, c'est un interféromètre cryogénique. Donc, ils baissent la température du système, ils ont moins de bruit. Donc, eux, ils ne sont pas limités par le bruit thermique à la sensibilité de design. Ou vous pouvez aussi élargir votre faisceau à la surface du miroir qui va mieux moyenner les fluctuations de bruit thermique. C'est un peu ça le principe. En fait, plus le faisceau est large, moins il est affecté par les fluctuations locales à la surface du bruit thermique. Mais ça pose des problèmes. En fait, ces solutions-là posent des défis techniques majeurs. Parce que si vous voulez baisser la température, vous devez refroidir vos miroirs, possiblement sans les toucher. Ou alors en les touchant avec un contact thermique qui ne transmette pas de vibration. Parce que sinon, vous baissez le bruit thermique, mais vous faites bouger le miroir, vous ne voyez pas d'onde gravitationnelle. Aussi, pour la taille du faisceau, vous pouvez élargir votre faisceau, mais la taille du miroir doit suivre, parce que sinon vous avez des pertes optiques par diffraction au bord du miroir. Donc, vous êtes limité par la taille de votre miroir et aussi par la stabilité de la cavité Fabry-Perot. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle taille de faisceau dans une cavité qui a des rayons de courbure définis. Mais bon, je m'en arrête là parce que sinon ça va être trop long. Donc, ici, on veut baisser essentiellement les contributions qui viennent des matériaux. Donc, on veut des matériaux qui permettent de faire un empilement réfléchissant plus mince, ce qui veut dire qu'il faut augmenter le contraste d'indice dans le réflecteur de Bragg parce que la réflectivité du réflecteur est donnée par le nombre de couches que vous mettez, l'épaisseur des couches et leurs indices de réflexion. Donc, si vous augmentez le contraste entre les différents indices de réflexion, vous amincissez l'épaisseur totale du réflecteur de Bragg que vous posez sur le miroir, donc vous avez moins de bruit thermique. Et bien sûr, si vous diminuez la dissipation d'énergie, donc l'angle de perte, les pertes mécaniques, à l'intérieur des matériaux qui composent le réflecteur de Bragg. Tout ça, l'extrême difficulté d'intervenir sur les matériaux, c'est qu'il faut changer ses paramètres, ses propriétés, sans toucher aux autres. Donc, il faut faire ça en gardant la même qualité optique des matériaux qu'on va utiliser. Alors, pour ce qui concerne les pertes mécaniques, là, vous avez un aperçu de la situation actuelle. Donc, je vous montre ici, ça, c'est le phi, donc c'est l'angle de perte mécanique du coating en fonction de la fréquence à laquelle ça a été mesuré. Donc là, vous voyez des points, ça, c'est les résonances des systèmes qui sont utilisés pour mesurer cette grandeur. D'accord? Vous avez un système résonant, c'est un oscillateur harmonique amorti, vous mesurez le temps typique de désexcitation, ça vous donne le facteur de qualité, l'inverse du facteur de qualité, c'est l'angle de perte. Bon, si vous voulez, on pourra en discuter, on pourra y revenir avec les questions, mais toujours est-il, donc, la tantala titania, c'est un peu moins dissipatif que la tantala pure, et la silice, c'est à peu près un ordre de grandeur moins dissipative que les matériaux à haut indice. Donc, nous, on cherche à intervenir en priorité sur le matériau à haut indice. Ensuite, il y a toute une discussion des propriétés des propriétés qui font les pertes optiques. Je ne vais pas la faire aujourd'hui. Mais je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, à ces publications, donc je vais vous laisser toutes les références. Et donc, si je devais résumer toute cette discussion en un seul tableau, voilà ce que je vous donnerai comme résultat.
Donc, je voudrais des indices qui soient possiblement plus élevés que 2,1 à peu près et plus bas que 1,45 parce que c'est les valeurs actuelles de la tantala, titania et de la silice pour augmenter le contraste d'indice. Des pertes optiques qui soient au plus grand, enfin au plus haut, 1 ppm, une partie par million de puissance absorbée dans l'empilement, pas plus que 10 ppm de puissance perdue par diffusion, un angle de perte qui soit possiblement plus faible que 10 millième de radian, et possiblement des matériaux qui soient simples, plus ou moins, de déposer sur des grandes surfaces avec une très grande uniformité d'épaisseur, parce que sinon vous distordez votre fond d'onde dans l'interféromètre, et ça vous voulez pas. Donc on passe du coup au nitrure de silicium. Pourquoi il nous intéresse tant? Ben parce que là, ils ont déjà d'emblée, il a été montré dans le passé. Donc ça, c'est un article de 2008 ou 2007, il me semble, qu'ils ont des très faibles angles de perte. Donc là, vous avez internal friction, donc l'inverse du facteur de qualité mécanique. Donc ça, c'est l'angle de perte en fonction de la température cette fois. Et vous voyez que si cette barre-là représente la tantala titania, vous êtes un facteur plus que 3 plus bas déjà à température ambiante. Et ça s'améliore si vous descendez en température. En plus, c'est un matériau qui a un indice assez élevé, qui donc ferait un bon contraste avec de la silice à température ambiante, ou alors on pourrait l'utiliser comme matériau bas indice si on le mettait en contraste avec du silicium amorphe. En plus, pour les longueurs d'onde de fonctionnement des interféromètres, qui actuellement est de 1064 nanomètres et qui probablement sera de 1550 ou 2000 nanomètres dans le futur, c'est un matériau transparent. Donc, il est un candidat intéressant pour son utilisation dans tous les détecteurs présents et futurs, donc température ambiante ou cryogénique, longueur d'onde actuelle ou longueur d'onde encore plus loin dans l'infrarouge. Donc là, ce que je vous mets, c'est la liste. Donc c'est Advanced Virgo Plus, Advanced LIGO Sharp, c'est les projets d'amélioration de sensibilité de Virgo et de LIGO. Ensuite, Cagra aussi serait intéressé par un matériau avec des plus faibles pertes mécaniques à basse température, parce que ce que je vous montre pas ici, c'est que non seulement ces matériaux, les oxydes là, sont à ce niveau-là à peu près ici, mais si vous descendez en température, là, vous avez l'exemple de la silice, ça vous fait un pic. Donc, vous voulez pas les utiliser à basse température. Et vous aurez aussi donc Einstein Telescope à basse fréquence qui sera à température cryogénique, Einstein Telescope à haute fréquence qui sera à température ambiante. Ces deux détecteurs pourraient utiliser des nitrates de silicium. Alors c'est pour ça que du coup, depuis une bonne quinzaine d'années, on s'intéresse au nitrate de silicium dans la collaboration LVK, donc LIGO, Virgo, Cagra. Les toutes premières mesures avaient été faites plutôt dans le cadre d'aller regarder ce que ça donnait comme pertes optiques. Donc, c'était des mesures intracavité de membrane de nitrate de silicium déposées par Low Pressure Chemical Vapor Deposition. Et donc, il y avait un groupe, et il y a toujours un groupe d'eux-mêmes dans la collaboration LIGO qui travaille sur ces couches. Au début, c'était plutôt des nitrures de silicium. Là, maintenant, ils sont passés plutôt à des oxynitrures déposées par LPCVD. Nous, au LMA, on travaille depuis bientôt une dizaine d'années au développement de couches par pulvérisation par faisceau d'ion. On y reviendra dans un instant. Et tout récemment, donc depuis 2023 et depuis cette même année, il y a des autres groupes, donc en Écosse, qui travaillent aussi sur les nitrures de silicium par pulvérisation par faisceau d'ion, et à Padoue, en Italie, un groupe qui travaille à déposer ces couches minces par magnétron sputtering. Et donc là, vous avez les deux images. Ici, c'est les grandes enceintes de dépôt en Écosse. Et là, c'est l'enceinte les bâtis de dépôt à Padoue. Alors, pourquoi nous, on veut le faire par pulvérisation par faisceau d'ion? Déjà, parce que c'est la technique de référence, en tout cas dans notre domaine, pour réaliser des optiques faibles pertes. Donc, si on veut des faibles pertes par absorption,
par exemple, la pulvérisation par faisceau d'ion ou IBS, c'est la technique à utiliser. Ensuite, en principe, on peut utiliser cette technique pour déposer des matériaux avec une très grande uniformité, si on travaille à développer cette uniformité, sur des substrats de très grande taille, 1 mètre, moi j'ai mis 1 mètre parce que chez nous c'est jusqu'à 1 mètre, mais ça peut être au-delà en principe, et sur n'importe quel type de substrat quel matériau utiliser pour les substrats. Et là je fais une digression parce que vous avez peut-être entendu parler des matériaux monocristallins pour les couches minces. Sinon, je vous le dis moi-même, c'est des couches minces de algas, donc qui sont déposées par molecular beam epitaxy, qui ont des très très faibles pertes optiques et bruit thermique aussi très faible. Donc elles sont très intéressantes pour notre application de détection d'ondes gravitationnelles. Le problème de tout ça, c'est que on ne peut pas pour l'instant les déposer sur des miroirs de grande taille. Parce que pour déposer ce genre de couches minces, comme vous voulez qu'elles soient sans défaut, il faut utiliser un substrat pour les faire croître qui ait la même maille ou qui a une même maille cristalline très similaire à celle que vous voulez faire pousser en couche mince. Et donc ça vous contraint à utiliser des substrats de gaz, d'arsénure de gallium, qui pour l'instant ne sont disponibles que jusqu'à 20 cm. Et aussi, donc, puisque vous ne pouvez pas utiliser un semi-conducteur cristallin à température ambiante, parce que sinon vous avez du bruit thermique, thermoélastique cette fois, vous devez faire pousser ces couches minces sur votre substrat de gaz, puis retirer le substrat et coller votre empilement de couches minces sur un substrat, par exemple, de silice, comme il est montré ici. Donc ça se fait, il y a une technologie de transfert, mais qui fonctionne très bien pour l'instant pour des plus petites tailles. Donc actuellement, ils ont réussi à démontrer très peu de défauts jusqu'à 10 cm. Ils travaillent à développer les 20 cm. Il y a déjà des plans pour développer les 30 cm, mais tout ça est très lié à la volonté aussi des industriels du domaine, qui ne sont pas forcément très enthousiaste d'investir des millions et des millions d'euros, parce que je pense que la dernière estimation que j'avais vue, c'était une trentaine, entre 20 et 30 millions de dollars à investir pour développer du 30 cm. Je me trompe? C'est pour faire croire à 30 cm, voilà. solution, c'est Pour un marché de quelques pièces seulement, finalement. C'est bien ça le problème. Et il y a aussi une question à surveiller, c'est que ces couches minces ont des très faibles bruits thermiques, mais les dernières mesures ont démontré la présence d'une source de bruit qui pour l'instant n'est pas complètement identifiée, probablement due à la biréfringence de ces cristaux. Donc j'en reviens à mon IBS. Vous connaissez la technique? Qui ne connaît pas du tout, en tout cas, cette technique de dépôt? Bon, très rapidement, vous avez un faisceau d'ion énergétique qui tape sur une cible, qui arrache de la matière de cette cible, et cette matière se condense sur un substrat, ici. Et il y a plein de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer pour modifier les propriétés des couches minces que vous déposez ainsi. Donc, bien sûr, l'énergie des ions et leur current, leur courant, le taux de croissance, qui est plutôt secondaire parce qu'elle est définie aussi par la configuration de la machine, mais donc de la pression de travail qui peut être réactive aussi, par exemple, si vous voulez déposer des oxydes, vous injectez de l'oxygène, d'un bombardement que vous pouvez envoyer avec des ions énergétiques sur la couche mince qui est en train de croître, pour la compactifier, la densifier. Vous pouvez changer la température du substrat pour augmenter la mobilité des particules qui viennent se condenser à la surface du substrat. Et vous pouvez aussi jouer sur des traitements après dépôt, donc ce qu'on appelle ici des traitements thermiques ou annealing. Donc vous pouvez changer la température du plateau, la durée, la rapidité avec lesquelles ces échantillons sont réchauffés et puis refroidis, ou aussi l'atmosphère de traitement. Donc ça fait un espace des paramètres très large à disposition. Et le problème, c'est que on n'a pas de modèle prédictif qui nous dise où il faut aller.
Donc, pour l'instant, bon, on a de l'expérience, donc on a une idée de ce qu'il faudrait à peu près faire, mais ça laisse quand même beaucoup d'essais à faire, parce que pour l'instant, on ne travaille que par essai et erreur. C'est-à-dire qu'on essaye un jeu de paramètres, on caractérise, on traite, on caractérise encore, et si à la fin de la chaîne, on n'a pas obtenu le résultat qu'on veut, ben on recommence avec un nouveau jeu de paramètres. Alors, la première chose qu'on a fait, ça a été d'aller voir dans la littérature, parce que quand même, le nitrate de silicium, c'est un matériau très étudié, pas autant en tant que déposé par IBS. Il n'y a pas des centaines d'articles sur le dépôt par IBS, mais toujours est-il, il y a des articles. Et là, par exemple, vous voyez des graphes de composition, donc ça c'est des pourcentages en poids, pourcentage atomique en poids, ou alors là vous avez le ratio N sur Si, donc azote sur silicium, en fonction de l'énergie. Donc le premier paramètre c'est l'énergie du faisceau, donc la tension d'extraction du faisceau qui fait l'énergie du faisceau. Donc si vous avez une tension d'extraction de 1 kV, vous avez un faisceau d'ion de 1 kV. Et donc là, vous voyez la première difficulté. C'est-à-dire que déjà, vous avez des publications qui vous disent que votre faisceau, il doit être un demi-kilo, enfin, la tension d'extraction doit être un demi-kilovolt, alors que d'autres, ils trouvent le soft spot plutôt entre 700 et 1100 volts. D'accord? Donc, il y a un certain désaccord. Et c'est peut-être dû aussi au fait que les manips qui ont été utilisées depuis une cinquantaine d'années pour réaliser ces essais sont très différentes. Donc là, par exemple, vous avez une toute petite manip dans une enceinte en verre, je crois. Là aussi, c'est le cas. Là, c'est quelque chose de plus moderne. Mais donc, et vous avez, et donc, si le deuxième paramètre, donc là, dans ces manips, vous avez des toutes petites sources d'ions qui vous font de courants d'ions très faibles, donc de 1 mA jusqu'à 10 mA. Ça, c'est les manips les plus anciennes. Plus récemment, donc à partir des années 90, nous sommes passés de 220 plutôt à 200 mA, ce qui est plutôt ce qui se fait actuellement. Et donc là, vous avez une enceinte, une configuration, la taille de l'enceinte qui représente à peu près ce qu'on a actuellement. Et ensuite, un autre paramètre important, c'est l'atmosphère de travail. Alors, il y a là aussi, peut-être c'est le sujet où il y a le plus de désaccords. Donc, vous avez toute une partie de publications qui vous disent que c'est totalement inutile de saturer l'atmosphère de travail pour faire des nitrates de silicium, de saturer l'atmosphère de travail avec de l'azote. Parce que déjà, la théorie vous dit qu'il y a l'énergie et avec la configuration géométrique dans laquelle vous travaillez, la probabilité d'une collision d'une particule de silicium, par exemple, avec une molécule d'azote est pratiquement nulle. Le parcours libre moyen est beaucoup plus grand que la taille de votre enceinte de dépôt. D'un côté. De l'autre côté, que l'énergie nécessaire à casser la molécule de diazote pour qu'elle réagisse à la surface du substrat où se fait la couche est trop importante et donc et que son coefficient d'absorption dans la couche sur le substrat est trop faible, donc ça ne réagit pas à la surface. Et puis, il y a aussi des publications qui ont essayé quand même, dans une plage de pression de travail assez étendue, donc sur plusieurs ordres de grandeur. Bon, il y en a une qui dit que c'est pas possible, mais sans l'avoir fait, même. Parce qu'elle cite d'autres publications. Mais donc, vous avez des tests qui vous montrent que ça ne sert à rien, et vous avez des tests qui vous montrent que c'est absolument nécessaire. D'accord? Donc là, par exemple, je vous ai mis des graphiques qui vous montrent que l'indice de réfraction descend de la valeur plus proche de celle du silicium vers celle de nitrure de silicium, ici. Ou alors là, c'est plutôt le rapport N sur Si qui monte vers la stoichiométrie. Ou alors là encore, l'indice de réfraction qui diminue vers le nitrure de silicium. Là encore, parfois sur la même plage de fréquence, de pression de travail que les autres. Hop. Et donc, des fois, c'est un mélange. Des fois, c'est un mélange. Donc, ah non, non, pardon. Non, ça, c'est la pression de travail. Donc, c'est toujours. Donc, vous avez ce conflit. Il y a d'autres paramètres ensuite qui sont aussi importants. Donc, par exemple, la composition du faisceau d'ion que vous utilisez pour faire la pulvérisation. Là, vous avez tout.
Donc, il y en a la majorité, c'est des groupes qui ont utilisé un faisceau d'azote pur. D'autres ont utilisé que de l'argon pour pulvériser leur cible. D'autres ont utilisé plutôt un mélange. Alors, certains ont trouvé une limite inférieure, donc il faut qu'il y ait au moins une certaine quantité. D'autres ont trouvé vraiment une valeur précise de ce rapport entre azote et argon dans votre source d'ion pour la pulvérisation. Vous avez des gens qui, en majorité, utilisent des substrats de silicium, d'autres qui ont tenté de partir d'un niveau de nitridation déjà plus élevé avec des substrats de nitrure de silicium. D'autres ont étudié les angles d'incidence du faisceau d'ion et de positionnement du substrat, mais c'est moins critique. D'autres vous donnent des indications sur le taux de croissance des couches minces. En isolant des valeurs dans laquelle, des plages en tout cas, dans lesquelles il serait mieux de travailler. Et d'autres ont même testé le bombardement par un faisceau plus ou moins énergétique d'azote. Alors, nous, on n'a pas testé tous ces paramètres, mais je vais vous montrer dans la suite ce qu'on a été capable de faire. Donc, nos bâtis de dépôt en IBS, parce qu'il y en a d'autres, sont les trois que je vous montre ici. Donc, un bâti de dépôt commercial, quand même de grande taille, un Vicospector. Le bâti de dépôt de très grande taille qui est utilisé, qui a été utilisé dans le passé et qui est toujours utilisé maintenant pour déposer les couches minces réfléchissantes sur les substrats des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et ensuite, celui qu'on appelle le bâti R&D, qui a été utilisé pour les résultats que je vais vous montrer. Donc, la caractérisation optique au LMA est faite par des spectrophotomètres et pour la mesure d'absorption optique par une expérience qui est appelée Photothermal Deflection Spectroscopy. Donc, en gros, c'est une mesure par effet mirage. Donc, vous envoyez de la puissance sur votre optique, l'optique absorbe une partie de la puissance, ça chauffe, ça fait un indice de réfraction, enfin, ça fait un gradient d'indice de réfraction, ça vous fait un effet de lentille thermique, et vous mesurez la déflexion due à cet effet de lentille thermique, et vous avez une mesure de l'absorption, et c'est très très précis. Alors, c'est pas tout à fait pareil que le PCI, je donne cette information comme ça, c'est très similaire, mais il y a des différences. Oui, oui, c'est une mesure en transmission. En fait, la différence entre les deux, c'est essentiellement la détection. Donc, dans l'effet mirage, on mesure vraiment une déflexion avec une photodiode 4 cadrans, alors que dans le PCI, on mesure une photodiode classique, mais c'est une frange d'interférence. C'est essentiellement ça la différence. Mais la sensibilité est à peu près la même, le principe est à peu près le même. Et on a aussi donc une expérience pour mesurer la lumière diffusée. On a fait aussi pas mal de mesures d'ellipsométrie spectroscopique, mais celles-là ont été faites en collaboration avec le département de physique de Gênes en Italie. Donc, à la fin des courses, nous sommes capables de mesurer les coefficients de réflectivité, transmission, la loi de dispersion et l'absorption et les pertes par absorption et diffusion. Donc, l'absorption à 1064 et 1550 nanomètres. Ensuite, pour les propriétés mécaniques qui rentrent vraiment en jeu dans l'estimation de bruit thermique, donc l'angle de perte et puis aussi le module de Young, le coefficient de Poisson et la densité des couches minces sont mesurés au LMA avec ce système, c'est la Gentle Nodal Suspension, où vous avez un résonateur, donc ici un disque, qui est déposé sur une surface sphérique. Les résonances de ce système sont excitées avec un excitateur électrostatique à haute tension. Vous mettez en résonance le disque, vous mesurez son amortissement en fonction du temps. Le temps typique d'amortissement et sa fréquence de résonance vous donnent le facteur de qualité. Et donc voilà, vous avez la mesure de l'angle de perte. Et vous lisez l'amortissement du disque sans le toucher, bien sûr, avec un levier optique. Donc voilà un aperçu de tous les paramètres qu'on a testés. Donc la tension d'extraction du faisceau, donc l'énergie des ions, le courant, le ratio entre l'argon et l'azote et la vitesse de croissance.
Donc, si on regarde, par exemple, la vitesse de croissance en fonction de la tension, enfin, de l'énergie des ions, on va dire plutôt comme ça, vous voyez que, bon, déjà, il y a deux régimes. Le premier qui est celui-là, qui est semble plutôt exponentiel, et l'autre qui semble plutôt linéaire. Donc, si vous allez regarder, bon, la plage des valeurs que nous avons obtenues correspond à ce qu'on trouve en littérature, sauf que, par exemple, en fonction de l'énergie, la forme de la courbe, ça peut varier beaucoup. Donc là, vous avez, bon, ben, ça dépend aussi beaucoup de la plage d'énergie, parce que là, par exemple, vous testez de 1 à 10 kV, alors que nous, on est en dessous du kV. Donc, on est plutôt dans cette partie-là de la courbe. Mais encore une fois, dans la littérature, on trouve de tout, parce que voilà, il y a des choses non linéaires, il y a des choses plutôt linéaires, qui semblent d'ailleurs reproduire ce qu'on a observé ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, malheureusement, alors, c'est pas vraiment vrai pour le taux de croissance, mais pour l'absorption optique, on ne sait pas trop encore. Donc là, vous avez les constantes optiques des couches minces, donc l'indice de réfraction et le coefficient d'extinction en fonction toujours de l'énergie des ions utilisée pour pulvériser. Et je vous montre ça parce qu'en fait, on s'est aperçu au bout de quelques essais que ce qu'il fallait optimiser, c'était surtout l'absorption optique. Donc là, on est dans une plage où le coefficient d'extension est de l'ordre de 10 à la 5, puissance 5, enfin moins 5. Et il faudrait qu'il soit plutôt, pour être utilisé dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles, plutôt beaucoup plus faible. Donc 10 à 100 fois plus faible. En plus, vous avez une dépendance qui n'est pas monotonique, comme par le cas de l'indice de réfraction. Et cette dépendance, malheureusement, on n'a pas encore compris à quoi elle est due. Alors, il semblerait qu'on retrouve ça aussi. Donc là, vous avez des courbes d'indice de réfraction qui augmentent de manière monotonique en fonction de l'énergie qui est utilisée. Et là, vous avez des courbes d'absorption qui, elles, ça monte, ça descend, ça remonte. Donc, ça nous console. On n'est pas les seuls, mais toujours est-il, on ne sait pas trop pourquoi. Malheureusement. On verra très rapidement plus tard pourquoi. Il y a aussi une dépendance très marquée sur le courant qui est utilisé, parce que ça vous fait un ordre de grandeur. Plus c'est élevé, mieux c'est. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Ensuite, pour le flux, donc pour le ratio de gaz qu'on a utilisé dans le faisceau d'ions, c'est aussi important, et ça, on se doutait, mais ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, il faudrait moins d'azote. Et ça, c'est assez étonnant. Par rapport à la littérature et par rapport au sens commun, parce que vous voulez nitrerer, donc vous ajoutez de l'azote. Et en fait, non. Il vaut mieux mettre moins. Donc, on a essayé 100% azote, 4 fois plus d'azote que d'argon. Et en fait, finalement, il vaut mieux 2 fois plus d'azote que d'argon. Ensuite, nous avons pris le meilleur résultat que nous avons obtenu, donc la plus faible absorption, et nous l'avons étudié plus en détail. Donc, nous l'avons étudié sur une plus grande plage de longueur d'onde, et nous nous sommes aperçus que par rapport à la littérature, nos indices de réfraction sont toujours un peu plus élevés que ce qu'on trouve, que ce qu'on a trouvé, que les autres ont trouvé. Voilà. Aussi, si vous voyez si vous regardez le energy gap, on est dans une valeur qui est plus faible de celle que devrait être celle d'une couche mince stoichiométrique. Et tout ça combiné nous fait dire qu'en fait, probablement, très probablement, nos couches minces sont trop riches en silicium encore. Donc, nous avons été faire des mesures de composition et de contamination dans un laboratoire que François connaît très bien, j'imagine. Donc là, vous avez des exemples de mesures de ERDA, donc de Elastic Recoil Detection Analysis, et donc là, plutôt de la Rutherford backscattering, qui donne ce tableau de résultats. Donc, si vous allez regarder le rapport N sur C, effectivement, c'est des couches riches en silicium. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que si vous allez regarder les courbes que je viens de montrer, la dépendance de ce rapport en fonction de l'énergie du faisceau, elle n'est pas très marquée. Enfin, sur les articles que je viens de vous montrer, elle est plutôt marquée. Alors, ce qui n'est pas le cas ici.
Mais toujours est-il, il est intéressant de voir, donc l'indice de réfraction, il est bien déterminé, en tout cas pour les 3 points qu'on a analysés, l'indice de réfraction est bien déterminé par ce rapport de stoichiométrie. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu en littérature. Ensuite, on a de l'argon, et ça, c'est, je dirais, intrinsèque à la technique de dépôt, parce que vous utilisez de l'argon pour pulvériser votre cible. Donc, vous allez en retrouver forcément dans les couches minces qui sont dans la même enceinte de dépôt. C'est quand même des valeurs assez faibles, parce que d'habitude, dans nos couches, il y a plutôt 2 à 3% d'argon. Donc là, on est 10 fois moins. Le problème, c'est que si vous faites un traitement thermique ces couches, bah, cet argon, il ne part pas. En tout cas, jusqu'à 900 degrés. Et ça, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc, on a fait des mesures XPS, on a fait des mesures de désorption dans le vide avec un spectromètre de masse. Et ça, c'est problématique parce que, comme le sait très bien Émile, justement, la présence d'argon, c'est un des facteurs, c'est peut-être le principal facteur qui cause un phénomène de blistering. Donc, vous avez des clochages, qui apparaissent sur les couches minces lorsque vous les traitez à haute température. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir cet article qui est déjà publié et à venir assister à la soutenance d'Émile mercredi. Ensuite, il y a des métaux dans les couches. Alors, le molybdène, encore une fois, c'est intrinsèque à la technique de dépôt parce que les grilles de la source qui fait le faisceau d'ion sont en molybdène. Donc, une partie est arrachée, une partie de cette grille est arrachée et se retrouve dans la couche mince. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est la présence de tantale. Parce que on ne sait pas d'où il vient. En tout cas, jusqu'à récemment, on n'avait pas d'idée. Là, maintenant, on a peut-être trouvé, mais je ne veux pas vous faire le spoil parce que on préfère le vérifier avant de pouvoir dire que c'était vraiment le cas. Ensuite, reste quand même à peu près 3% d'oxygène et une certaine quantité d'hydrogène, mais c'est déjà beaucoup plus faible, à peu près 10 fois plus faible que ce qu'on avait au tout début. Donc au tout début, on ne se souciait pas du tout de la pression de base. Donc on se disait que dans une plage de 10-6, 10-5, ça pouvait aller pour commencer le dépôt. Et en fait, pas du tout, parce qu'on avait 34% d'oxygène et 5% d'hydrogène et un gradient d'indice jusqu'à 27%. Donc, entre la partie haute et la partie basse, le substrat de la couche, il y avait un 30% d'inhomogénéité d'indice de réfraction. Après la mise en place d'un protocole ciblé, donc maintenant, nous avons une beaucoup plus faible pression de base et le gradient d'indice de réfraction est négligeable. Pour faire mieux que ça, il faudrait probablement descendre encore d'une décade dans la pression, mais c'est très difficile, en tout cas pour notre bâti de dépôt. On l'a amélioré et donc on s'y approche, et je vais vous le montrer très rapidement par la suite. Pourquoi vous voulez éviter l'oxydation? Parce que finalement, si vous allez regarder par exemple cet article qui a été publié par le groupe de écossais, bah, il vous montre qu'en fait, si vous oxydez en partie, vous diminuez aussi l'extinction. Si vous faites des oxynitrures, ils sont moins, s'ils ne sont pas parfaitement stoichiométriques, ils sont quand même moins absorbants. Ben, le problème, c'est que ça vous diminue aussi votre indice de réfraction. Donc, vous n'avez plus la valeur élevée que vous voulez pour amincir votre réflecteur de Bragg. Et aussi, en tout cas, c'était notre expérience, ça vous fait un gradient d'indice de réfraction. Et pour des quantités qui donc varient de 13 à une vingtaine de pourcents, donc c'est plutôt des oxynismes. Mais alors je viens de parler des cloques, mais pourquoi vous voulez diminuer, pourquoi vous voulez traiter à haute température? Bah parce que ça fait baisser l'angle de perte. Donc là vous avez l'angle de perte des couches minces nitrate de silicium par IBS. Donc avant le traitement thermique et après le traitement thermique. Donc ça décroît d'un facteur 4 à 5,6 après un traitement à 900 degrés. Et ça fait baisser aussi l'absorption à peu près d'un facteur 2. Donc, ça va dans le bon sens. L'indice, il décroît, mais très faiblement. Et en plus, donc, ces couches minces ne cristallisent pas, ce qui permet de vraiment d'aller plus haut en température. Parce que normalement, en règle générale, plus haut c'est la température, mieux c'est.
Je vais peut-être laisser la comparaison des résultats en angle de perte pour plus tard, mais c'est ce que je disais par rapport à la question. Donc la silice, elle est beaucoup plus bas que tous les autres matériaux qu'on a pu tester jusqu'à présent, de plusieurs ordres de grandeur. On pourra y revenir si vous voulez pendant les questions. Et puisque je vous ai dit qu'on peut mesurer aussi les constantes élastiques des couches, ben, je vous donne les valeurs, même si j'ai pas forcément des commentaires à dire, autre que ça correspond à peu près à ce qu'on trouve en littérature. Donc très rapidement, ces couches sont toujours trop absorbantes pour être utilisées dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Ah non, pardon. Très rapidement, donc on travaille essentiellement sur les nitrures de silicium, mais si on améliore aussi le matériau à bas indice, ça reste intéressant. Donc, si vous utilisez les nitrures de silicium en contraste avec la silice, il faut travailler aussi sur la silice pour améliorer éventuellement les propriétés de la silice et diminuer les défauts du nitrure de silicium, donc son angle de perte. Et donc, ou alors, comme je le disais, vous pouvez utiliser les nitrures de silicium en contraste avec du silicium amorphe. Et donc là, vous avez deux articles qui ont fait des recherches dans ce sens. Mais donc, mes couches masses sont toujours trop absorbantes, mais on peut les utiliser quand même si on utilise une approche multimatériaux. Donc pour l'instant, je vous ai montré des réflecteurs de Bragg qui n'ont que deux matériaux pour faire l'empilement, mais moi je peux en utiliser plusieurs. Donc par exemple, je peux mettre plus vers le substrat qui est là, le matériau qui a faible bruit thermique, mais qui absorbe plus la lumière, sur lequel, donc sur cet empilement de deux matériaux, donc là par exemple le silicium amorphe et de la silice dopée hafnien, ici, et par-dessus je vais faire un autre empilement plus petit, qui est celui qui va être vu par le laser et où le champ électrique du laser est le plus intense, qui lui a des meilleures propriétés optiques, mais un bruit thermique plus élevé. Donc si vous trouvez le bon compromis entre l'empilement supérieur et l'empilement inférieur, vous pouvez toujours utiliser des couches minces trop absorbantes. Donc là, vous avez toutes les références qui vous détaillent ce genre de technique. Et voilà ce que nous, on a fait. Donc, on a pris nos couches nitrure de silicium absorbantes avec de la silice dans les deux empilements. On a fait un empilement vers le substrat nitrure de silicium silice et par-dessus, on a mis du coup de la silice et de la tantalate titania. Donc, on a obtenu à peu près le spectre prévu. En tout cas, il respecte les spécifications demandées à 1064 nanomètres et à 532 pour le contrôle optique des détecteurs. L'absorption optique de ces empilements est faible. Donc là, vous avez des cartes, mais qui vous donnent quand même une valeur moyenne de 1 ppm, de 1 à 2 ppm. Il y a quand même une certaine inhomogénéité qui est due malheureusement à des défauts ponctuels. Donc, des défauts qui ont une taille de quelques microns jusqu'à quelques dizaines de microns. Et puis aussi, comme je le disais, il y a ce problème de cloquage. Les bulles, elles font plutôt de 10 à quelques centaines de nanomètres. Il y en a une petite douzaine si vous traitez à 900 degrés. Ça dépend un peu de la température. Et malheureusement, ces défauts-là, en plus de faire une inhomogénéité d'absorption, font aussi de la lumière diffusée. Et ça, nous devons le caractériser. Nous l'avons caractérisé, à vrai dire, sur deux manips, mais ces deux manips donnent des résultats très différents. Donc, pour l'instant, on préfère dire que ça reste à mesurer. Donc là, on a des mesures de bruit thermique. Je vous passe les détails parce que le temps est probablement déjà fini. Voilà. Le résultat final, le takeaway message, c'est que cet empilement-là, il a 25% moins de bruit thermique pour une absorption qui est relativement faible. Ça reste encore trop élevé parce qu'il faudrait que ce soit maximum 1 ppm, mais on est proche de ce qu'on pourrait utiliser dans les détecteurs non gravitationnels. Donc ça, je vais peut-être passer parce que vous venez de le voir. Les perspectives, quelles sont? Donc, nous nous sommes arrêtés en fait de travailler sur ces couches minces il y a à peu près 1 an et demi parce qu'on a voulu améliorer notre bâti de dépôt R&D. Donc avant, il était plus petit et il avait des composants différents. Là maintenant, l'enceinte, elle est plus grande, donc plus proche
de celle qui est utilisée pour déposer les grands miroirs des détecteurs non gravitationnels. Il y a une beaucoup plus grosse pompe cryogénique qui permet de descendre plus bas en pression, comme on avait vu que c'était critique. Et l'idée, c'est de répéter des campagnes d'optimisation des niveaux de silicium par IBS en mesurant cette fois de manière beaucoup plus systématique le rapport stoichiométrique pour avoir une meilleure idée du fait que est-ce que l'absorption résiduelle qu'on observe, elle est due à ces défauts de stoichiométrie ou alors plutôt aux contaminants ou alors les deux qui contribuent de manière plus ou moins équivalente. Et je vous remercie de votre attention.